Il y a 16 ans, nous avions pu rencontrer dans ce couloir de la mort au Texas 2 adolescents. Laquan Miles, un délinquant multirécidiviste, impliqué dans une affaire de meurtre alors qu'il n'avait que 17 ans, il venait d'être condamné à la peine capitale. Il n'y avait personne d'autre comme suspect. Enfin, je suppose. Miguel Martinez, lui, avait un casier judiciaire vierge, jusqu'au soir où sa vie a basculé. Inculpé pour un triple homicide, à 17 ans, lui aussi attendait son exécution. La mort, elle va venir. C'est inévitable. Tous les deux devaient être exécutés dans cette pièce, quelques mois après notre reportage. Ils sont attachés, allongés sur le dos. Il y a un micro suspendu au-dessus d'eux. Ils disent un tas de choses. Ils peuvent clamer leur innocence, avouer leur culpabilité. Ils sont informés qu'ils n'ont que 2 ou 3 minutes pour parler. Et s'ils vont au-delà de ce temps imparti, alors les injections de drogue commencent. Ils utilisent une combinaison de 3 drogues qui relaxent les prisonniers, arrêtent le cœur et les tuent. « 16 ans plus tard, nous avons repris le chemin du Texas. Direction Gatesville, 15 000 habitants, dont la moitié sont des prisonniers. Le Texas, c'est l'État qui applique le plus la peine de mort aux États-Unis. 360 personnes y ont été exécutées ces 15 dernières années. 16 ans après, nous avons retrouvé Laquan Miles. C'est aujourd'hui un homme de 37 ans. Grâce à un procès en appel, sa peine a été commuée en 45 années de prison. Je vais mieux, vraiment. Pourquoi ? Parce que je ne dois plus me battre pour vivre. C'était le plus important pour vous ? Pour ma mère, pour ma famille. Parce que finalement, j'ai compris qu'ils avaient plus besoin de moi que je n'avais besoin de moi-même. Je me sens béni d'avoir une deuxième chance. Et l'homme qui a sauvé Laquan, c'est lui, Augie Carels. Il est avocat. Il a été commis d'office pour le procès en appel. Défendre un mineur condamné à mort, cela n'a rien d'évident. Quand vous avez à défendre un condamné à mort, c'est une approche très différente. Principalement parce que c'est tellement définitif. C'est très délicat. Nous sommes mis devant le fait accompli. Il est en prison, nous sommes commis d'office pour le représenter, mais il faut apprendre à le connaître un peu comme une personne, plus que comme un client. C'est une personne qui vit, qui respire, à côté de qui vous êtes assis, à qui vous parlez, avec qui vous travaillez pendant des mois. Alors vous commencez à vous inquiéter pour lui, surtout quand il s'agit d'exécution. Et nous avons été très heureux quand sa peine a été commuée. En travaillant sur le dossier, Augie Carels va découvrir le passé de Laquan. Une histoire pour le moins tourmentée. Un père qui disparaît avant sa naissance, une mère souvent absente, il est l'aîné d'une famille de 4 enfants. L'apprentissage de la vie, Laquan va le faire surtout dans la rue. J'étais l'aîné. À 13, 14, 15 ans, je faisais vivre ma famille. Ma mère se droguait. C'est pas une excuse pour ce que j'ai fait, je vous explique juste la situation. Ma mère se droguait, alors pour nourrir mes frères, pour nourrir mes sœurs, pour les habiller, pour payer le loyer, pour qu'ils puissent avoir un toit sur leur tête, je devais me débrouiller et voler. Et pour nourrir sa famille, Laquan va choisir la solution la plus facile, celle qui rapporte aussi le plus, le trafic de drogue. À 15 ans, il devient l'un des caïds de sa ville, Waco, au Texas. Très vite,
Les dollars coulent à flot et tout naturellement, les premiers affrontements entre bandes rivales apparaissent. Un jour, on m'a volé de la drogue. Et les événements se sont enchaînés et je dois dire que la situation m'a échappé. Ça ne devait pas aller si loin. Ce jour-là, Laquan et ses compères aperçoivent 2 garçons de la bande rivale, ceux-là même qui avaient volé la drogue. Ils sont en train de laver leur voiture, à découvert, isolés du reste du groupe. Une occasion pour récupérer le butin. J'avais plus un rond. Mon idée, c'était de récupérer la drogue. 36 000 $, c'est beaucoup d'argent. C'est la seule chose que j'avais en tête. La suite de l'histoire, un homme va la reconstituer pour les besoins de l'enquête. Don Youngblood est détective privé. Il a travaillé sur 55 affaires de condamnés à mort. Les 2 victimes étaient à l'arrière de cette station de lavage. Elles ont été menacées avec une arme. Ils les ont forcées à monter dans le coffre d'une voiture et les ont emmenées dans la campagne. La campagne, pour un règlement de compte, à l'abri des regards. Le but, faire avouer aux 2 adolescents le lieu où se trouve la drogue. Mais ce jour-là, l'interrogatoire tourne mal. Ils les ont fait descendre de voiture, puis ils les ont fait s'agenouiller juste ici, avant de leur tirer dans la tête, l'un avec un fusil de chasse et l'autre avec un 9 mm. Et après, ils les ont poussés dans le ravin. Une arme que Laquan, il y a 16 ans, nous avait montrée, tatouée sur son torse. Une preuve intangible qu'il avait envoyée directement dans le couloir de la mort. 16 ans plus tard, nous avons montré à Laquan ces images du passé. Et le tatouage est toujours là. En fait, à ce moment-là, à Houston, c'était une mode. Et je suivais juste la mode. Vous pouvez aller à Houston et enquêter ou interroger une quarantaine de gars de mon âge dans la rue. Et je vous assure, ils auront probablement le même tatouage. Mais en regardant le reportage, réalisé il y a 16 ans, Laquan va surtout découvrir sa propre image, celle d'un enfant face à la mort. Vous pensez que vous allez être exécuté? Ça dépend. Si je peux trouver une erreur assez importante dans mon procès pour faire annuler ou commuer ma peine, je le saurais peut-être pas, mais sinon, oui. Vous voyez qui en regardant cette vidéo? Un enfant. Un enfant. La personne dans cette vidéo, enfin je veux dire, il avait peur. Il était effrayé. Il essayait de faire de son mieux pour saisir la réalité de ce qui se passait. Quand vous êtes dans la rue, vous savez rien des couloirs de la mort, de la peine de mort ou de mourir par injection létale ou chaise électrique. Ce sont des choses qu'on ne vous apprend pas à l'école ou qu'on n'entend pas dans la rue. Mais dans cette situation, c'est difficile à appréhender, c'est difficile à comprendre, surtout quand on est jeune. Plus que toute autre chose, c'est ce que je vois dans cette vidéo. Il y a 16 ans, nous avions aussi rencontré la mère de l'une des 2 victimes. Des images que Laquan découvre avec émotion. Quand une personne prend la vie d'une autre personne, ça ne sert à rien de la tuer à son tour. Ça ne la fera pas revenir. C'est une personne spéciale. Peu de gens ont cette capacité de pardonner.
Et c'est très dur. Ce que je ressens, c'est très dur à décrire parce que vous ne rencontrez pas des gens comme ça très souvent. En étant ici, j'ai vraiment appris à apprécier des gens comme ça quand vous les croisez. Je ne peux pas vous dire combien de fois je me suis allongé sur mon lit en pensant à cette histoire. Je n'arrive toujours pas à croire que j'en ai fait partie. L'autre adolescent que nous avions filmé en 1995 s'appelle Miguel Martinez. À l'époque, son affaire fait les gros titres des médias locaux. Un garçon sans histoire, inculpé d'un triple homicide. Il a été jugé en une semaine. 7 jours d'audience pour un procès sans précédent au Texas. Miguel Martinez était le plus jeune condamné à mort dans l'histoire du Texas. 16 ans plus tard, Miguel Martinez est toujours en prison. Il y a 7 ans, ses avocats ont réussi à lui éviter d'être exécuté. En échange, il purge une peine de prison à vie. J'étais jeune quand j'ai été arrêté. Je suis en prison maintenant depuis plus longtemps que ce que j'ai vécu dehors, avant la prison. J'avais de l'espoir. Je pensais que j'allais gagner mon premier procès en appel, que je ne serais pas là très longtemps. Et puis, l'appel a été rejeté, et puis toutes ces années qui ont suivi, c'est ce qui a emporté, c'est ce qui a pris tout l'espoir que j'avais. Ça m'a donné plus de doutes, plus de peur. La peur, il y a 16 ans, Miguel ne voulait pas la laisser paraître. Vous avez peur d'être exécuté? Pas vraiment. La mort va arriver. C'est inévitable. Peut-être les préparatifs qui l'entourent. Peut-être qu'ils me font peur. L'inconnu. Il est jeune. Si c'était un inconnu, j'essaierais d'avoir une impression sur lui. Toutes ces années après. Je me vois encore essayer de comprendre ce que je faisais là, pourquoi j'étais là, ce que je risquais. Aujourd'hui, avec ce que j'ai appris, je peux voir chaque étape qui m'a fait perdre le contrôle de ma vie. Pourtant, l'enfance de Miguel fut pour le moins tranquille. Laredo au Texas, une ville frontière avec le Mexique. C'est ici que Miguel, l'aîné d'une famille de 3 enfants, va grandir. Une jeunesse ordinaire. À l'école, Miguel est même un excellent élève. Je voulais avoir mon bac et entrer dans l'armée de l'air. Je voulais faire carrière, quelque chose de bien. Mais le quotidien était... Je ne sais même pas comment l'appeler. Je buvais, je faisais la fête, je fumais. C'était juste se faire plaisir. Rapidement, l'enfant modèle devient un adolescent agité. L'école n'est désormais plus sa priorité. Seul compte à présent les virer avec les copains, sans qu'il s'en rende compte. Son destin lui échappe peu à peu.
Ce soir-là, Miguel et un ami décident de faire un coup. Pour se donner du courage, et pour la première fois, les deux garçons prennent des pilules d'ecstasy, une drogue hallucinogène. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était cambrioler et saccager la maison. La maison qu'ils ont choisi de visiter est celle d'un restaurateur de la ville. Elle est située à quelques rues de celle de Miguel. Il ne devait y avoir personne à la maison. Très rapidement, les deux adolescents réussissent à pénétrer dans la maison. Leur but, trouver de l'argent et des montres de valeur. Mais en fouillant la villa, à l'étage, ils sont surpris. La maison n'est pas vide, comme ils le croyaient. Ce n'était pas le cas. Il était à la maison. Pas seulement lui, mais deux autres personnes. Pris de panique, sous l'effet de la drogue, le garçon qui accompagne Miguel saisit un couteau et va commettre l'irréparable. J'ai vu Venegas attaquer et frapper l'un des gars, celui sur le lit. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il m'est devenu impossible de changer le cours des choses, de tout arrêter. Le jeune homme, qui n'a pas encore 16 ans, va s'acharner sur les trois occupants de la maison, à coups de couteau et de hache. C'est impossible d'oublier. Dans les heures qui suivent, la police arrête les deux suspects. Venegas, trop jeune, ne sera pas jugé comme un adulte. Miguel Martinez comparaît donc seul. Devant le tribunal, de complice, il devient coupable. Sans vraiment comprendre la gravité de ses actes, il est condamné à la peine capitale. J'aimerais pouvoir remonter dans le temps et expliquer à celui que j'étais alors: tout ce que tu fais est mal. Chaque pas que tu fais te détruit. Mais je ne peux pas. Je crois que ce qui rend les choses encore plus difficiles, même aujourd'hui, lorsque j'y pense ou que j'en parle, c'est parce que je me suis rendu compte combien de vies ont basculé cette nuit-là. Et lorsque Miguel parle de vie bouleversée, il pense d'abord à sa mère. Nous l'avions rencontrée en 1995. Sa vie s'était comme arrêtée le jour de la condamnation de son fils. Un avenir en pointillé, partagé entre l'angoisse et l'espoir d'une révision judiciaire. 16 ans plus tard, nous la retrouvons. Une nouvelle maison, une vie confortable, mais pas une minute ne passe sans que Ruth Martinez ne pense à son fils derrière les barreaux. Tout le temps, tous les jours. Je pense à lui où que j'aille. Tous les jours, je pense à lui. Et je prie pour lui à chaque fois que je pense à lui. C'est tous les jours, chaque instant. Il n'est jamais éloigné de mes pensées. Trop longtemps. Mais 16 ans après, Ruth Martinez est plus que jamais en colère. Avec le temps, elle dit avoir compris pourquoi
la justice s'est acharnée sur son fils. Il m'a été enlevé par certaines personnes. Vous savez, qui ne pensaient qu'à leur carrière politique, qu'à eux, pas aux autres, qu'à eux. L'homme dont parle Ruth Martinez, c'est Joe Rubio, le procureur qui a fait condamner Miguel à la peine capitale et qui nous avait parlé il y a 16 ans. Un témoignage que Ruth Martinez découvre pour la première fois. Il aurait pu être libéré sur parole au bout de 15 ans. Nous avons donc pensé que nous n'avions pas la garantie qu'il resterait en prison suffisamment longtemps pour le crime auquel il avait participé. C'est pourquoi nous avons demandé la peine de mort. Pensez-vous que la peine de mort soit vraiment dissuasive? C'est dissuasif pour celui que l'on exécute, car il ne commettra jamais plus aucun crime. Vous en pensez quoi? Injustice. C'est une énorme injustice. C'est très injuste. Parce qu'ils savaient la vérité. Ils connaissaient les coupables. Ils connaissaient chaque détail de l'affaire. Et malgré cela, ils l'ont condamné. Car si Miguel Martinez a bien avoué avoir été présent sur les lieux du crime, il n'a jamais reconnu les accusations de meurtre. Ce n'est pas moi qui ai tué ces personnes. En fait, j'ai été condamné bien plus sévèrement que la personne qui l'a vraiment fait. Venegas, l'autre accusé, avait à peine 16 ans. Il était trop jeune pour comparaître. Joe Rubio avait, semble-t-il, besoin d'un coupable. Car aux États-Unis, les procureurs sont élus par les citoyens. Et l'année du procès, il faisait justement campagne pour sa réélection. Ils ont accusé Miguel d'avoir tout fait. Une fois, je suis allé au palais de justice et j'ai vu le bureau de Rubio. Ils avaient accroché au mur un article de presse sur Miguel. Il y avait une photo et le titre avec le jugement « Peine de mort pour Miguel Martinez ». Il avait affiché l'article comme un trophée. Oui, c'est ça. Non pas parce qu'il avait rendu la justice, non, mais comme un trophée. Et ça, c'est très différent. Pourtant, à leur manière, Miguel et Laquan ont eu de la chance. Ils ont finalement échappé à la peine de mort. Car depuis notre premier tournage en 1995, 13 mineurs ont été exécutés aux États-Unis, tous dans l'État du Texas. La vie, c'est prendre des décisions difficiles. Je sais que si la situation l'impose, si besoin est, je demanderai la peine de mort si le cas le mérite. Mais en 2005, les opposants à la peine capitale aux États-Unis remportent une victoire historique. La Cour suprême, saisie du cas de Christopher Simmons, un assassin adolescent, rend un jugement exemplaire et supprime la peine de mort pour les criminels de moins de 18 ans. Il a été décidé qu'exécuter une personne âgée de moins de 18 ans était cruel et anormal. Je suis heureux qu'il y ait une limite. Il devait fixer une limite. Parce qu'on ne savait pas s'il fallait être âgé de 17 ans et 350 jours ou même 15 ans. Certaines personnes dans ce pays voulaient mettre la peine de mort à partir de 14 ans. La Cour suprême devait donc fixer une limite. C'est bien, elle l'a fait. En 2005, 70 détenus, tous mineurs condamnés à mort, voient leur peine commuée, le plus souvent en prison à vie. Mais après avoir échappé à la peine de mort comme Laquan ou Miguel, il faut ensuite survivre à la privation de liberté. Je pense que vivre en prison, c'est difficile pour tout le monde. Quand vous êtes éloigné des gens que vous aimez, quelle que soit la durée, c'est difficile. Mais pour ce qui est de survivre ici, j'ai eu la chance de naître parmi les forts. Je me suis bien débrouillé.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un survivant. Un survivant. Et pour survivre, Laquan s'est mis à écrire, un passe-temps dont il compte bien faire son prochain métier. J'ai une telle passion pour l'écriture. Je sais que, quelle que soit la date à laquelle je sortirai d'ici, je ferai un métier en relation avec le journalisme. Je sais que je ne pourrai pas sortir d'ici et trouver un travail tout de suite, mais je sais qu'au final, un jour, j'écrirai pour un magazine. Quel genre d'histoire aimez-vous écrire? Tout ce qui me passe par la tête. Je peux écrire sur tout. En ce moment, j'écris beaucoup de portraits. C'est une thérapie. Ça me sort d'ici. Ça me fait m'évader. Mais Laquan peut surtout compter sur les visites de son fils, tout juste 18 ans. Nathan est né alors qu'il venait d'entrer en prison. Je suis excité, je suis fou de joie de le voir grandir et devenir un homme. Il est tellement éloigné de ce que j'étais. Et je suis fier de ça. Miguel, de son côté, a repris les études. Il vient d'ailleurs de passer l'équivalent du baccalauréat. Je peux faire tellement de choses ici, tellement plus que ce que je faisais dans le couloir de la mort. Des choses simples. Marcher, par exemple. J'ai un travail ici. Je peux préparer mes repas. Je cuisine aussi pour les officiers. Je lis beaucoup de recettes. J'ai une amie, en fait, elle est de France. Elle m'envoie des recettes. Et j'essaie de les faire ici. La dernière que j'ai tenté de réaliser, c'était gratin dauphinois. Mais je n'avais pas de fromage. Mais je fais ce que je peux. C'est intéressant. À la différence de la France, où la peine maximale ne peut excéder 30 ans, les États-Unis appliquent la prison à perpétuité réelle, sans possibilité de sortie. C'est la peine à laquelle a été condamné Miguel. Mais malgré cela, tous les 2 ans, il peut demander une libération conditionnelle, pour bonne conduite. Une permission qui, en principe, n'est que très rarement accordée. Maintenant, je veux juste espérer et prier pour qu'il lui pardonne et qu'il pourra sortir de prison. Je veux sa liberté. Je veux qu'il soit libre. Complètement. Laquan, lui, a été condamné à 45 ans de prison et lorsqu'il sortira en 2036, il aura 62 ans. Je vais demander une libération conditionnelle à la fin de l'année. Ça ne veut pas dire qu'ils vont me laisser sortir. Je les ai déjà vus 3 fois, ce sera la 4e, et je crois que la seule chose à faire, c'est attendre. Dans toutes ces affaires, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a des victimes et des familles de victimes et des personnes innocentes tuées par des criminels qui ont été jugés. Laquan et Miguel sont-ils encore des criminels? Sont-ils encore dangereux? Parce que la société américaine ne peut y apporter une réponse certaine, elle a choisi pour l'instant de ne pas leur donner de seconde chance. Parfois, quand je cuisine, j'utilise ce que j'ai sous la main et j'essaye de préparer des choses différentes. Je crois que c'est ce qu'on doit faire dans la vie. Peu importe ce que l'on a, il faut essayer de faire, de vivre du mieux qu'on peut avec cela. Je crois que j'apprends toujours à devenir un homme. On apprend tous les jours à devenir un homme. Je me suis amélioré. Je serai toujours là pour lui. Je serai toujours là pour mes enfants.
Il a été possible de sortir du couloir de la mort. Je pense qu'il est possible de sortir de prison.